êtes Ariane Weinberger Oui. et nous vous rencontrons aujourd'hui pour parler d'un livre que vous venez de publier, Le dessin de Sapiens au Paléolithique supérieur européen de la survie à la transcendance. Vaste Alors, programme. Vaste programme. Et on va commencer par une première question parce qu'on se rend très vite compte que dans votre livre, vous donnez une image bien surprenante de l'homme préhistorique et en tout cas une image d'un homme loin des croyances que l'on pourrait en avoir aujourd'hui. Ouais. Bien, l'image qu'on a véhiculée longtemps de cet homme préhistorique est celle d'un être primitif. Parce que de nos jours, les peuples sont considérés primitifs ou non selon leur développement technologique seulement. Or, les chercheurs ont démontré que le fonctionnement psychique de l'homme des cavernes ou du troglodyte, parce qu'il a beaucoup de noms, est très très semblable à l'homme contemporain. Et en ce qui concerne l'homme d'il y a 30 000 ans, c'est-à-dire du paléolithique supérieur européen, c'est-à-dire en Europe, eh bien sa culture a révélé une créativité, une finesse, une intentionnalité et même une lucidité très très surprenante pour cette époque-là. Bien, sans tomber non plus dans la vision naïve du bon sauvage, il faut quand même se rendre à l'évidence que dans cette toute première civilisation, aucune trace de violence entre les hommes n'a été retrouvée, que la femme occupait une place centrale et que le style de vie était centré sur la production artistique et les pratiques spirituelles, et que la vie était au centre de leurs préoccupations. Alors moi je rejoins Albert Schweitzer qui proposait que l'on mesure le degré de civilisation d'une société en fonction de son respect pour la vie. Vos recherches tendent à démontrer que dès le Paléolithique, les hommes sont guidés par une quête qui les pousse à se dépasser, mais qui leur permet aussi d'expérimenter une connexion avec le sacré. Oui, grâce à l'étude des productions artistiques, notamment de l'art pariétal des grottes profondes ou des grottes ornées, et les statuettes féminines, les Vénus, telles qu'on les appelle communément, eh bien j'ai découvert que la quête de l'homme paléolithique n'est pas seulement la survie. Sa quête est aussi la continuité de la vie au-delà des limites de la mort, c'est-à-dire la transcendance ou l'immortalité. Et j'ai découvert aussi que cette quête, ou dessin majeur, eh bien ce dessin les a conduits à des véritables expériences de contact avec le sacré, et ce au-delà des simples croyances. Bien d'ailleurs, la quête d'immortalité est toujours vivante de nos jours. En témoignent les récentes recherches scientifiques sur la vie artificielle. Et il ne faut pas oublier non plus que la quête mystique, elle a existé tout au long de l'histoire humaine. Et vous-même, comment est-ce que vous vous situez par rapport à cette quête ? Eh bien, personnellement, j'avoue que moi aussi, je me sens traversée par quelque chose qui me dépasse et qui me pousse à me dépasser dans une direction ascendante et transcendante même. Alors, en plus des recherches bibliographiques et de l'étude morphologique que j'ai effectuée sur les œuvres artistiques du Paléolithique supérieur, il est vrai que je rajoute une grille de lecture additionnelle, celle de ma propre expérience. Par exemple, j'ai appris à conserver et à produire le feu, j'ai fait des moulages des Vénus, j'ai visité les grottes ornées, et toutes ces données scientifiques que j'ai récoltées, je les ai mises en relation avec ces expériences-là, et aussi avec d'autres expériences liées à ma propre pratique spirituelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre ces recherches ? À dire vrai, c'est l'éveil et l'amplification de la conscience qui m'ont toujours intéressée, autrement dit le processus humain. Le moteur, la direction, le sens de ce processus. Ce qui pousse l'être humain à vouloir s'affranchir de sa propre condition naturelle et parfois même à désobéir à son instinct de conservation, comme lorsqu'il y a 1 million d'années, il s'est approché du feu au lieu de le fuir, comme il a toujours fait, et comme le font tous les animaux encore aujourd'hui.
Alors, je me suis mise à chercher les toutes premières traces du contact de ce dessin majeur évolutif qui traverse notre espèce. Il semblerait que je les ai trouvées dans le Paléolithique supérieur, dans la production artistique de cette civilisation et en fait dans le surgissement même de cette civilisation artistique si singulière. Donc vous êtes en train de dire que cet acte de l'être humain de s'approcher du feu pour le maîtriser est très important. Plus qu'important, n'oublions quand même pas que cet acte de désobéissance lui a valu un saut de conscience irréversible. Toute notre civilisation est construite sur le feu. Est-ce que vous pouvez en dire un tout petit peu plus? Oui, eh bien, j'ai eu l'intuition que le surgissement d'un art si novateur devait correspondre à une expérience importante préalable, d'autant que cet art n'a pas connu de changement significatif pendant les 20 000 ans de son existence. Puis j'ai été frappée par le fait que cet art apparaisse là où Sapiens cohabite avec Néandertal, c'est-à-dire sur le territoire européen. Et que cet art apparaisse juste au moment où Néandertal disparaît, c'est-à-dire il y a 30 000 ans. Cela ne pouvait être le fruit du hasard. Donc vous en avez déduit une hypothèse. Eh bien, mon hypothèse est que Sapiens ait connu une forte crise existentielle en étant témoin de l'extinction progressive de Néandertal. À cela s'ajoute le taux de mortalité infantile très élevé à cette époque-là, mettant en péril la continuité de sa propre espèce. Il faut savoir que sur ce vaste territoire que représente le continent européen, la population ne dépassait guère 20 000 personnes à cette époque-là. Alors, il semblerait que Sapiens, face à son angoisse existentielle, ait donné une réponse spirituelle, et que la connexion à son dessin les conduit à des expériences si puissantes, si inspiratrices, qu'il ait trouvé les moyens techniques pour les matérialiser, pour en témoigner, notamment à travers l'art plastique. Donc vous vous êtes mis à étudier cet art novateur, les Vénus, en particulier les Vénus à ronde bosse, et l'art pariétal. Alors commençons par les Vénus. Qu'est-ce qu'elles représentent? Qu'est-ce qu'elles symbolisent? La Vénus est dotée de multiples fonctions et significations, pas d'une seule. Notre ancêtre n'avait pas une forme mentale dualiste, par conséquent, plusieurs significations différentes et complémentaires pouvaient être projetées sur un même objet. La Vénus représente la sacralité de la vie, dont elle est le symbole. Elle est mère mythique, primordiale. Elle est force génératrice et créatrice. Elle représente le mythe du feu, dont elle est probablement à l'origine. Elle est le témoignage d'une expérience transcendante. Et il semblerait que cette réalité transcendante a été expérimentée comme une réalité transpersonnelle contenant et créant la vie, comme un état de force, de paix, de bonté et d'unité. Et plus concrètement alors, cette Vénus? Eh bien, par exemple, la Vénus, elle est visiblement grosse, corpulente, et cela suggère la force, la puissance. Mais elle est aussi immobile, pacifique, ce qui insinue la paix. Elle est ronde, ses formes sont rondes et généreuses, ce qui suggère la bonté. Elle est enceinte, ce qui signifie la création. Elle est dépourvue de traits individuels, ce qui indique l'impersonnel, le transpersonnel et même le nous supérieur. Elle est taillée en volume, en ronde bosse donc, ce qui lui octroie une signification de totalité, d'unité. Mais on constate aussi que la Vénus est l'union des contraires, des opposés, parce qu'elle est contenue et en même temps contenant. Elle est concentrée sur elle-même, en elle-même, et en même temps elle est ouverte au monde. Elle est compacte, en même temps qu'elle est légère, et même suspendue, puisqu'elle n'a pas de pied ou de socle sur lequel elle pourrait reposer. Elle est naturaliste, mais non réaliste. Et aussi, nous avons retrouvé un bon nombre de Vénus hermaphrodites ou androgynes,
ce qui est encore un autre symbole de l'unité des contraires, notamment du masculin et du féminin. Vous allez encore plus loin en parlant de l'art pariétal, parce que vous affirmez qu'il provient des impulsions traduites par la conscience et que c'est un art sacré. Oui, c'est vrai, mais en réalité, toutes nos représentations sont des traductions que fait la conscience des impulsions qui lui parviennent du monde par les sens externes et de l'intracorps par les sens internes. Mais il y a aussi des impulsions qui nous proviennent parfois d'espaces profonds, des espaces profonds de la conscience, des espaces sacrés. Ce sont des réalités qui ne sont pas représentables. Elles sont tellement immatérielles, subtiles, abstraites, qu'on ne peut pas les représenter et pourtant la conscience se débrouille néanmoins pour trouver des images capables de les traduire. L'art pariétal représente des animaux, mais pas n'importe lesquels et pas de n'importe quelle façon. Et étant donné que les recherches récentes ont démontré que ces animaux n'étaient ni consommés ni chassés, on peut en conclure qu'ils étaient dotés d'une signification symbolique. Or, lorsqu'on cherche ce qui est en commun à toutes ces figurations, en général de grands herbivores, on trouve 3 attributs en commun. 1. Ils sont inattrapables, libres. 2. Ils sont puissants. 3. Ils sont associés à une notion de direction. Alors si les attributs de ces animaux nous mettent en contact avec des registres de force, de liberté et de direction, comment ne pas raisonner avec le dessein transcendant ayant les mêmes attributs? Le dessein n'est-il pas expérimenté comme une direction puissante qui nous dépasse? Nos ancêtres n'étaient pas des philosophes. Ils ne faisaient que représenter, transcrire, traduire ce qu'ils vivaient et ce qu'ils ressentaient profondément dans ces grottes. Vous pouvez le faire vous-même. Vous êtes dans une grotte. Vous contemplez ces fabuleux dessins, ces gravures, et vous acceptez de mettre de côté votre tête. Vous écoutez profondément ce que vous ressentez. Il n'y a plus aucun doute. Vous savez que ça vient du sacré. En conclusion, vous pensez pouvoir affirmer qu'il existait à l'époque paléolithique des centres culturels et spirituels. Bien, ce que je peux affirmer avec une grande probabilité, c'est que les artistes étaient des initiés et qui dédiaient leur vie aux pratiques spirituelles et au perfectionnement de leur art. Et à cette époque, le sacré et l'art sont vraiment indissociables. On sait aussi qu'à toutes les époques, et dès le paléolithique, il y a eu des personnes et des ensembles humains qui ont cherché des réponses aux mystères de la vie. Et les centres spirituels et les écoles mystiques ont aussi existé tout au long de l'histoire, et très souvent d'ailleurs dans l'ombre des religions. Mais il semblerait que le processus d'évolution spirituelle ne soit pas linéaire, qu'il souffre beaucoup de hauts et de bas. Aujourd'hui, selon vous, dans quel moment sommes-nous par rapport à la spiritualité et au sacré? Lorsqu'on perd l'expérience directe avec le sacré, on perd les registres de certitude. Et ce qui reste, ce sont des croyances, sans expérience. Et nous savons que les croyances sont bien instables et qu'elles rentrent en crise. Et alors, parfois, c'est la désillusion, la désorientation, le non-sens. Et cela crée beaucoup de violence. Et aujourd'hui, une fois de plus, il semblerait que l'être humain ait besoin de réveiller son dessein pour qu'il aide à sortir de l'impasse. Mais il ne s'agit pas de se tourner vers le passé pour réchauffer des spiritualités paléolithiques ou autres, pour résoudre une nostalgie de sens perdu. Je crois que ce qu'on a besoin profondément aujourd'hui, c'est d'accepter d'entreprendre un nouveau tour dans notre évolution spirituelle, c'est-à-dire en fait de la conscience,
Et ce que nous avons besoin, c'est d'une nouvelle spiritualité et d'une nouvelle mystique sociale qui est adaptée à notre époque, à nous. Or, sur une planète désormais mondialisée, une expérience transcendante commune, cela pourrait produire un saut énorme, un saut si nécessaire et tant attendu par tous.